Bonjour à tous et à toutes. Donc, merci de nous avoir rejoints dans cette session PME Startup vers le cloud qui va être animée par notre très cher Samba, qui aura l'honneur de nous donner plus d'informations et de détails sur le sujet. Donc, pour rappel, si vous avez des commentaires, vous pouvez le mettre directement sur le chat. Si vous avez des questions aussi, il y a un onglet questions-réponses sur lequel vous pouvez le mettre. Et Cher souhaite que la présentation soit interactive, donc n'hésitez surtout pas, s'il y a des questions, de les poster, comme ça on pourra échanger. Sans plus tarder, je vais passer la main à Cher pour qu'il démarre sa presse. Cher, à toi l'honneur. Merci beaucoup, Khalidou. Donc, bonjour à tous. Donc, Sheikh Mahaman, Sheikh Samba Mahaman. Donc, je suis solution architecte chez AWS. Ça fait un peu plus de 2 ans et demi que je suis chez AWS, que je travaille chez AWS. Donc, j'ai commencé ma carrière au sein des équipes startup en France. Donc, je travaillais avec les startups. Donc, c'est un domaine que je connais bien et que j'affectionne pendant un an. Et depuis un an et demi, je suis basé à Dubaï et je travaille avec ce qu'on appelle les SMB. Donc, c'est globalement les PME sur les territoires sub-Saharan Africa, donc Afrique subsaharienne. Donc voilà, donc on va dire, j'ai touché un peu des deux côtés. Alors, ce qu'on appelle PME chez AWS, c'est quand même de grosses entreprises euh, au, en Afrique. Mais bon voilà, l'objectif de cette session, c'est de vous présenter notamment sur l'aspect startup. C'est là où j'avais beaucoup insisté, mais ça s'applique également à l'aspect euh, PME. Ce qui est possible de faire sur AWS, d'aller sur le cloud et globalement également les programmes que si vous êtes intéressé à lancer vos startups ou à démarrer des projets sur AWS, quelle est la logique. Donc, alors, donc voilà, comment démarrer rapidement sur AWS en tant que PME ou en tant que startup. Donc, je l'ai déjà dit, architecte solution chez AWS. Donc, il y a mon adresse euh, 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 Amazon. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais vous pouvez également me rajouter sur LinkedIn. Donc, vous avez mon LinkedIn juste en bas. Donc, check-samba-mahaman. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les envoyer post présentation. Alors, lors du jour, on va parler un peu, donc quand je parlerai beaucoup startup dans la présentation, mais voyez-le également comme étant PME. Ça s'applique dans les deux cas à quelque chose près. Donc on va regarder globalement, présenter les avantages du cloud et d'une startup d'AWS pour les startups. Donc il y a des choses qui ont été déjà dites dans les présentations précédentes, dans la keynote et tout ça, qu'on va revoir. Mais bon, c'est normal parce que c'est une vue globale, une vue d'ensemble. Et on va regarder différents moyen de démarrer sur le cloud. Parce que l'objectif aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui connaissent, vous allez retrouver des choses qu'on a déjà vues. Pour ceux qui connaissent pas, ça va être de se dire, OK, quand je commence, mais comment je commence? Quelles sont les étapes que je prends? Quels sont les moyens que je peux, sur lesquels je peux m'appuyer sur AWS pour le faire? Donc, on verra au fur et à mesure ces différents steps. Donc on va commencer par AWS pour les startups. Donc vous allez voir là, c'est un ensemble de startups globalement sur lesquelles AWS qui sont aujourd'hui, qui tournent aujourd'hui sur AWS. Et j'ai voulu mettre en avant notamment deux startups, l'une qui s'appelle Flutterwave et l'autre qui s'appelle Paystack, qui sont des startups basées au Nigeria. Et dont Flutterwave, si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui est considérée comme une licorne, c'est-à-dire avec valorisé à plus d'1 milliard de dollars. Donc c'est ce qu'on appelle des licornes. Donc malheureusement, aujourd'hui, sur cette liste, je n'avais pas de start-up que je pouvais mettre de l'Afrique de l'Ouest, et je pense que c'est vraiment l'occasion aujourd'hui pour démarrer ces initiatives, pour si vous avez des idées, voilà, de pouvoir utiliser le cloud pour pouvoir réaliser vos idées. Donc, quelque chose de très important que j'ai bien aimé, c'est un commentaire du CEO de LinkedIn, du cofondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, qui dit que if you aren't embarrassed by a first version of your product, you ship too late. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'une fois que vous mettez en production la première version de votre produit, en tout cas en tant que startup, et que vous n'avez pas honte de ce que vous avez mis, que vous n'avez pas, voilà, dire zut, ce que j'ai fait, c'est pas ouf, c'est que vous l'avez mis en place trop tard. L'objectif d'une startup, d'une PME, c'est de pouvoir itérer très vite, de pouvoir utiliser le cloud pour mettre à disposition très rapidement des premières versions de produits et de tester son marché. Parce que l'objectif, c'est pas de venir de travailler pendant 6 ans sur un produit, de le mettre à disposition en prod et de se rendre compte que finalement, ça n'intéresse aucun client. Le fait de pouvoir utiliser le cloud, de pouvoir leverage le cloud pour pouvoir mettre à disposition vos idées avec des petits prototypes, tester la réaction du marché et vous adapter. Euh,
Airbnb, que beaucoup d'entre nous connaissons, n'ont pas commencé comme étant une entreprise de mise en relation de location. Netflix, avec son business model aujourd'hui, n'a pas commencé comme ça. Donc, c'est des entreprises qui ont été dynamiques, qui ont itéré avec une première idée. Et donc, on itère avec une première idée sans mettre un produit complètement final. Donc, c'est ce que cette slide veut dire. Donc, l'idée, comment ça commence en tant que start-up, quand vous commencez en tant que PME ou en tant qu'individu qui avait une idée en tête, c'est de dire, OK, bah, j'ai une idée, voilà, quel est le résultat que j'aimerais avoir par rapport à cette idée. Et ensuite, commencer à faire des recherches, voir qu'est-ce qui existe sur le marché, est-ce qu'il y a des choses qui existent sur les marchés européens, le marché asiatique, le marché américain. Est-ce que c'est des choses qui peuvent s'appliquer directement? Souvent, la réalité de notre marché fait que c'est des choses qui ne sont pas applicables directement pour diverses raisons, notamment culturelles, etc. Donc, comment est-ce qu'on les adapte? Comment on refait son scratch s'il y a des choses qui n'existent pas? Ou comment on les adapte aux besoins locaux culturels? Et commencer vraiment à déployer des services de manière simplifiée, donc des petits services, des petits use cases qui souvent sont déployés de manière manuelle. Donc on parle pas vraiment d'automatisme, on est vraiment dans une approche hands-on où on commence à mettre des choses en place. Ok. Alors, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les startups africaines lors de leur transition vers le cloud? Alors, on en reparlera. Les principaux défis qu'il y a, ça va être principalement le défi technique. C'est-à-dire, bon, ok, bah, moi j'ai mon idée, je suis développeur Java, je suis développeur JavaScript, je suis développeur C Sharp, bon, je sais coder, je sais faire sur ma machine, bon, j'ai déployé localement, ça fonctionne. Quand il faut aller sur le cloud, ben, qu'est-ce que je fais? Par où est-ce que je commence? Qu'est-ce que ça implique d'aller sur le cloud? Les leviers comment on appelle ça? Les piliers du cloud, notamment la scalabilité, la haute disponibilité, la sécurité qui est vraiment très importante, notamment. Comment est-ce que je les mets, je me forme et comment est-ce que je m'upskill, comme on dit en français, je remonte mes compétences pour pouvoir tirer la meilleure partie du cloud. Également tout ce qui est notamment aussi lié au coût. Donc c'est vraiment une aventure et j'en parlerai je pense dans les dernières slides, de moyens pour pouvoir avoir cette courbe d'apprentissage. Donc c'est en général c'est souvent l'apprentissage. Ensuite évidemment il y a aussi les financements. Bah, déployer des serveurs sur le cloud c'est pas nécessairement gratuit. Ça a un coût. On a ce qu'on appelle du free tier qui permet aux entreprises ou aux startups de démarrer pendant un an. Quand vous créez un nouveau compte AWS, par exemple, vous créez pendant un an le compte. Pendant un an, vous avez la possibilité d'utiliser des ressources de manière gratuite. Alors, vous n'allez pas pouvoir déployer des millions de serveurs, mais vous pouvez déployer des petits serveurs, 2, 3 serveurs gratuitement pendant un an. Donc, ça permet aussi aux gens de pouvoir tester des choses. Et rappelez-moi à la fin de la session, je partagerai un lien. Ça s'appelle, vous pouvez même regarder directement en ligne, AWS Skills Builder. Skills Builder, c'est une plateforme gratuite sur laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement. Il y a des cours payants, mais il y a plus de 500 cours gratuits pour vraiment développer vos compétences techniques. C'est-à-dire, c'est des cours sur l'architecture avec des learning paths si vous devenez solution architecte, DevOps et compagnie, si vous voulez faire de l'analytique du conteneur. C'est vraiment quelque chose de bien. Donc, Skills Builder, vous pouvez regarder et sinon, à la fin de la séance, je vous partagerai dans le chat. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Khalidou. Donc, c'est vraiment très bien. Inscrivez-vous. Il y a énormément de sessions gratuites. Ça répond à votre question Sudosu. Ok, super. Alors, le parcours dans la création d'un produit de manière générale, on commence par un prototype. Et c'est là où c'est vraiment important. Et c'est là où on revient à la phrase plutôt. Le prototype ne doit pas être parfait. Chez AWS, on a un terme qu'on aime utiliser. It has to be scrappy. Scrappy, c'est quelque chose qui marchote. Ça permet de tester l'idée. Mais c'est pas grave si le client il clique sur son parcours, il rencontre 10 bugs, c'est pas grave. L'idée c'est d'avoir un prototype. Ensuite, une fois que le prototype est créé par rapport aux idées que vous avez vues, en engageant les clients, en essayant de voir, ben voilà, qu'est-ce que ça permet est-ce que votre idée peut faire sens? C'est là où on passe au MVP. MVP pour Minimal Viable Product. Globalement, c'est un produit minimal où là, maintenant, vraiment, on commence à dire, OK, ce qui résout les problèmes des clients, il permet d'itérer, vraiment d'être itératif,
Exactement, c'est le mindset agile, exactement. Donc de pouvoir itérer, de s'assurer que ce qu'on est en train de faire là a du sens et que c'est à partir de là qu'on commence même souvent à réfléchir à des financements, à se dire ok j'ai un MVP, bon, ok, je vais commencer à avoir la famille, je vais commencer à avoir des entreprises qui vont potentiellement me financer sur mon MVP si ça leur dit, si l'idée est truc. Et si l'idée n'est pas bonne, vous pouvez itérer, vous pouvez faire MVP, revenir à prototype, repartir à là. Donc c'est vraiment ce mode de déploiement là. Et ensuite une fois que maintenant on commence à être on va dire assez sec et que ça commence à marcher, c'est là on commence à scaler. Alors, pourquoi commencer, pourquoi utiliser AWS? Vous me dire, oui, bon, pourquoi AWS? Pourquoi pas un autre cloud provider? Je connais AWS, donc je peux vous parler de cloud provider, de ce cloud provider, mais l'idée reste globale, aujourd'hui, c'est que vous pouvez utiliser le cloud de manière générale pour pouvoir accélérer vos déploiements, que ce soit AWS, que ce soit Azure, que ce soit GCP. Aujourd'hui, je pense que pour le continent africain, le plus important, c'est que les développeurs africains, que la communauté technique africaine utilise le cloud. Peu importe lequel que ce soit. Je travaille pour AWS, donc je pourrais vous parler d'AWS parce que c'est ce que je connais. Mais ça ne veut pas dire que si aujourd'hui vous avez des compétences déjà dans d'autres cloud providers, vous devez tout arrêter. Ce que je vais dire ici va s'appliquer également. Donc, alors AWS, l'avantage, c'est que aucun coût initial. On en parlait, je pense que c'était dans la keynote, mais aujourd'hui, on n'a pas besoin d'acheter un serveur. Pareil, aujourd'hui, on parle beaucoup de machine learning et tout ça. Croyez-moi, si vous deviez acheter des serveurs pour faire tourner vos algorithmes de machine learning en local chez vous, bon, c'est des prêts sur 40 ans que vous allez prendre au lieu d'acheter une maison, quoi. Donc c'est des trucs qui coûtent hyper cher. Sauf que le fait de pouvoir utiliser le cloud, ben, vous démarrez, vous testez avec des fritières ou alors vous commencez à consommer vraiment, ben, vous testez, vous prototypez, ça fonctionne, vous continuez, ça fonctionne pas, vous arrêtez. Aucun coût initial au démarrage. Ça permet de lancer plus rapidement. On en parlera, je vous montrerai les exemples de machine learning et tout ça, comment vous pouvez leverage du machine learning relativement rapidement, quand vous pouvez faire des contenus relativement vite, et vous testez, ça fonctionne, vous expérimentez, ça fonctionne pas, ben vous changez de technologie, vous changez de service. C'est vraiment ça l'avantage, c'est l'agilité que cela vous procure. Également se concentrer sur la valeur. Ça veut dire que là, maintenant, vous êtes là, j'ai une idée, j'adore développer. Je suis solution architecte chez AWS, mais j'ai un background de développeur Java. Je fais du Python, j'étais développeur Java pendant plus d'une dizaine d'années. J'adore développer. C'est un plaisir. Mais quand il faut faire du business, que chaque cher sache écrire du bon code Java ou du bon code Python, j'ai envie de dire, on s'en fout, tout le monde s'en fout. À la fin, ce qui est plus intéressant, c'est de savoir est-ce que le produit final qui est sorti est un produit qui apporte de la valeur. Donc c'est bien d'être passionné par la technologie, mais c'est pas là où on veut passer du temps. On veut passer du temps sur vraiment ce qui rapporte du business, ce qui veut dire ok, j'ai fait une application, cette application, je vais la présenter à des investisseurs. Ils sont motivés par ça, ils peuvent financer. Les investisseurs, ils vont complètement, excusez-moi le terme, s'en foutre que vous utilisez du serverless, des EC2, c'est pas leur problème. Est-ce que ça rapporte du business? C'est ce qui est vraiment important pour le financement. Alors, les services clés que vous pouvez commencer à utiliser, et donc toujours dans le mindset agile, en général, quand on commence, on se prend pas la tête. On a tous commencé par ça. Globalement, c'est très simple. C'est on prend une machine virtuelle. Donc sur AWS, c'est ce qu'on appelle des EC2 instances. Donc ECD pour Elastic Cloud Compute. Où globalement, vous déployez une machine virtuelle sur le cloud, sur laquelle vous allez installer votre application, votre web server, votre base de données. Voilà. Globalement, c'est un gros monolithique sur lequel vous déployez. Et c'est comme ça que vous itérez. Maintenant, une fois que vous arrivez à avoir votre prototype et vous dites, OK, d'un point de vue business, je suis arrivé, je comprends ce que je vais faire, je vois où je peux arriver. Là, maintenant, on itère sur la technologie. On itère sur la technologie en se disant, OK, maintenant, je vais commencer à découpler certaines choses. Au lieu d'avoir mon file system et tout ce qui est base de données en local sur ma machine, je vais utiliser des services managés, par exemple, sur AWS avec Amazon RDS, pour Relational Database Service, qui est un service où, globalement, vous donnez votre schéma de données et AWS se charge de mettre à jour le service, de faire les upgrades, de gérer ce qu'on appelle le multi-AZ, de gérer ce qu'on appelle les read replicas. Donc vous commencez à dire, ok, mon application commence à atteindre un certain niveau où j'ai besoin de reliability et j'ai besoin de continuer à me focus sur mon application et sur mon business. Alors je suis pas un administrateur base de données, je vais pas passer mon temps à faire des optimes bases de données, des installs bases de données. Vraiment ça me perd du temps. Quand je faisais mon prototype, ça avait du sens. Maintenant que je commence à aller sur un MVP, ben voilà, je scale. Mes fichiers, au lieu de garder mes fichiers en local sur ma machine, ben je vais les mettre dans un blob storage, un service de type Amazon S3. On en reparlera un peu plus tard. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à les poser dans le chat. Ensuite, la prochaine étape, on dit, OK, bon, j'ai commencé à utiliser des services managés, mais mon application, j'ai un seul serveur. Bon, ben, si ce serveur tombe, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, mes clients, ils vont pas être contents parce que l'application va tomber, alors que l'application commence à prendre de l'attraction. Mais là, c'est là, on commence maintenant à faire ce qu'on appelle de la mise en échelle et en créant des architectures plus scalables
est plus résiliente fault resilient, plus résiliente à la failure. C'est-à-dire que globalement, là, au lieu d'avoir un serveur, on va avoir deux serveurs avec un load balancer. Qu'est-ce qui se passe? C'est que si un serveur tombe, c'est pas grave. Le second serveur va prendre en main les requêtes. Et en plus, on va mettre en place ce qu'on appelle des systèmes d'auto-scaling, c'est-à-dire c'est des composants que vous mettez sur AWS qui regardent la charge de votre application. Globalement, en termes de mémoire et CPU, elle va regarder, ah, j'ai atteint un certain niveau de CPU, je suis à 70% de ma CPU, c'est-à-dire que ma charge, elle est en train de monter. Bon, il faut que je commence à rajouter d'autres instances parce que j'ai pas envie que mon serveur crache, parce que j'ai beaucoup de clients. Ensuite, quand je vais avoir plein de clients et ça marche, et à un moment donné, bah, en fin de journée, à 18h, 19h, 20h, mon application n'est plus utilisée, la charge commence à descendre, on va le détecter, on va dire, ah, la CPU est en dessous de 30%, ben, supprimons les instances supplémentaires qu'on a rajoutées. Donc, vous avez de la scalabilité, de l'élasticité, et vous gérez vos coûts. Vous n'avez pas besoin d'avoir, comme sur du on-premise, en vous disant, OK, on-premise, j'espère avoir 1 million d'utilisateurs. Pour 1 million d'utilisateurs, c'est mon maximum. J'ai besoin de 10 serveurs, donc il faut que j'ai 10 serveurs qui tournent tout le temps. Sur le cloud, vous pouvez avoir un seul serveur qui tourne. Pour les bonnes pratiques, on dit au minimum 2. Et en fait, il va scaler, rajouter des instances jusqu'à 10, diminuer les instances jusqu'à 2 pour supporter le nombre de charges. Et ensuite, on commence à utiliser d'autres services un peu plus avancés. Par exemple, sur le RDS, on va utiliser ce qu'on appelle des read replicas, on va utiliser du cache. Donc, on va commencer à construire notre architecture de manière de plus en plus euh, 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 résiliente, de plus en plus performante, mais c'est aussi avec la maturité d'évolution. Euh, Commencer une nouvelle application pour MVP en faisant une architecture avancée comme celle-là, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que ça va coûter de l'argent alors que vous n'êtes même pas sûr que finalement votre prototype va se vendre. Donc c'est comme ça qu'on évolue de manière simple. Quel Pierre, type il y a d'algorithme juste on une utilise question. pour le Excuse-moi, load chef. balancing? Voilà. Voilà. Alors, pour le load balancing sur AWS, on a plusieurs load balancers en réalité. On a ce qu'on appelle l'ALB, l'Application Load Balancer, qui est un load balancer au niveau 7, donc qui lui va faire du routing par rapport aux URI, aux paths, globalement. Et on a du load balancing network, ce qu'on appelle le NLB, load balancer au niveau 4, qui lui par contre va le faire du trafic plutôt sur du port protocole. Donc le load balancer L7 lui va le faire surtout sur du HTTP, du HTTPS, ce genre de choses, alors que le load balancer niveau 4 lui va le faire par exemple sur des protocoles TCP. Donc en termes d'algorithme, je suis pas sûr de comprendre la question, mais c'est du round robin normalement. C'est globalement, ok, qu'est-ce que je fais? J'ai deux serveurs, j'envoie 50% du trafic à gauche, 50% du trafic à droite. Vous pouvez activer ce qu'on appelle du session stickiness, parce que certaines applications, quand elles sont designées au début, elles sont pas stateless. Donc, quand un utilisateur arrive sur un serveur, pour toute la phase d'utilisation de son serveur, il faut qu'il reste sur ce même serveur. Donc, on fait ce qu'on appelle du session stickiness. Check aujourd'hui, il arrive, il va aller sur le serveur A. Kalido, il arrive, il va aller sur le serveur B. Par contre, demain, quand Check va se reconnecter, potentiellement, il va arriver sur le serveur B, mais pour tout le temps de sa transaction, il va rester sur le serveur B. Donc, c'est ce qu'on appelle le session stickiness. Mais le load balancer, le load balancing, c'était donc globalement du round robin 50-50. Ou alors, enfin, 50-50. 1 sur n, c'est-à-dire que si vous avez, ouais, pardon, 100 sur n, si vous avez deux serveurs, c'est 100 sur 2, ça fait 50. Si vous avez trois serveurs, ça va être un tiers, un tiers, un tiers, etc. Ensuite, il y a des technologies plus avancées, pas avec le load balancer, mais avec ce qu'on appelle Route 53, où vous pouvez faire du géo load balancing, par exemple, en disant, en fait, je vais déployer deux architectures dans deux régions différentes, parce que j'ai des clients en Afrique et j'ai des clients en Europe. Je déploie mon infrastructure sur Cape Town, le data center Cape Town. Tous mes clients africains, ils vont sur Cape Town. Tous mes clients européens, ils vont sur Paris. Tous mes clients américains, ils vont aux US. Tous mes clients asiatiques, ils vont sur Singapour. Mais là, c'est fait par un composant au-dessus du load balancer qui s'appelle Route 53, qui est le service de DNS. Et donc, il donne des capacités de trafic un peu plus avancées. Ok, Mohamed, ça répond à la question? Ok, super. Alors pour lancer les sites web, donc comme je disais, on commence simplement, on se prend pas trop la tête, on essaie de. Alors CPU, en termes de CPU, quel mécanisme détecte l'augmentation du votre trafic? Alors c'est basé sur du monitoring. En fait, on monitore la CPU et la mémoire. Alors la mémoire, il faut faire une configuration spécifique, mais on configure la CPU de l'instance. Si vous avez une instance, nous de manière continue, on regarde la CPU. On est à 20%, 50%, 10%, 20%, etc. Donc c'est on continue ces trucs. Par défaut, le monitoring de base, c'est toutes les 5 minutes. Vous pouvez activer ce qu'on appelle du monitoring advanced toutes les 1 minute. Et donc on monitor. Quand vous avez deux instances, pour la scalabilité, on fait la moyenne. C'est-à-dire que s'il y en a un qui a plus que l'autre, ben
on fait la moyenne et c'est avec ça qu'on active l'autoscaling. Donc, il se base sur du monitoring, donc sur un composant de monitoring qui s'appelle le CloudWatch dans AWS. Ok, Khadim Sek. C'est vraiment au niveau de l'infrastructure. Ça répond à la question? Ok. Je vais continuer en attendant. Oui, ok, d'accord. Ok. Donc pour lancer le site, globalement, quels sont les cas fréquents d'usage pour les entreprises qui commencent? Et ça va être des applications de marketing, des sites web, de l'hébergement WordPress, voilà, des choses en général, c'est des choses souvent par ça que ça commence. Donc on veut démarrer son petit site web, on veut mettre en place son WordPress, on veut déployer son application. Vous avez un composant qui s'appelle Lightsail, qui est un composant assez simple, où vraiment c'est quand on commence, il est très bien pour commencer le le prototypage, il simplifie le déploiement d'instances. Globalement, vous allez par exemple payer pour 3 dollars par mois, avec le premier mois qui est gratuit, vous allez avoir une instance avec un vCPU, 500 MB de mémoire et 20 Go SSD, jusqu'à 1 TB SSD. Donc globalement, c'est des instances où 5 dollars, voilà. C'est des instances qui vous permettent de commencer simplement. J'ai mon code Java, j'ai mon code... Bon, alors Java, il est un peu gourmand. Les développeurs Java sauront que Java est un peu gourmand en mémoire. Mais globalement, vous avez mon application Node.js, JavaScript, Python, Java, peu importe. Je veux tester, mais je veux rester dans mes coûts. Donc, je vais être sûr que les coûts que j'utilise sont vraiment, voilà, on va dire cadrés. Je peux commencer par Lightsail. Avec Lightsail, je veux dire, je prends une instance à 5 dollars par mois pour commencer mon prototypage, déployer mes instances dessus, faire le traitement. L'avantage avec Lightsail, c'est qu'il vient avec en fait des composants préinstallés. C'est-à-dire que quand vous choisissez le Lightsail que vous voulez utiliser, donc la version, vous pouvez prendre des Lightsail avec des choses préinstallées. Par exemple, vous voulez mettre en place un site web à base de WordPress, vous pouvez déployer directement en disant je veux Lightsail à 5 dollars par mois avec WordPress déjà installé dessus. Il y a WordPress normal, WordPress multi-site, je veux avec LAMP, je veux avec Node.js. Donc, qui va venir déjà avec des choses déjà pré-enregistrées, pré-packagées que vous pouvez utiliser. Vous pouvez seulement dire que non, j'ai juste besoin de l'OS, juste du système d'exploitation, et par-dessus, moi, je vais faire mes installations supplémentaires, par exemple, installer ma JVM et ce genre de choses. Donc, Lightsail, c'est vraiment un bon composant quand vous commencez à expérimenter. Quand ça commence à être un peu plus production ready, on va commencer à regarder ensemble, c'est là où moi mon rôle de solution architecte opère, on va commencer à regarder ensemble et voir quelles sont les choses qu'on peut faire pour améliorer l'architecture et plutôt peut-être ne plus utiliser Lightsail. Ensuite, une fois qu'on a fait Lightsail, on est content, on commence à se dire écoute, la scalabilité c'est bien, mais quand on fait scaler une VM, le fait de rajouter une VM de manière scalable, ça prend du temps. Une VM qu'on rajoute, ça va être 5 minutes. En fonction de ce qui est installé dessus, ça peut prendre plus de 5 minutes. Moi, je veux quelque chose de plus agile. Donc finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, au lieu d'utiliser des trucs, c'est que je vais utiliser des conteneurs. Et la prochaine approche, c'est que vous vous rappelez, vous êtes sur une instance, donc en général, vous avez un monolithique. En fait, c'est pas grave d'utiliser un monolithique sur un conteneur. C'est pas la meilleure approche d'un point de vue scalabilité à terme, mais au début, commencer par un monolithique sur un conteneur, c'est acceptable. Alors, quelles sont les meilleures pratiques pour assurer assurer la sécurité des données lors de la migration vers le cloud pour les PME? Alors, la sécurité, c'est vaste. Globalement, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, je copie mes données, je vais sur le cloud sur AWS. Alors, comment est-ce que je copie ces données? Certains clients vont faire des dumps MySQL par exemple, et ils vont faire un load MySQL de l'autre côté. D'autres personnes vont utiliser des services qui sont des services natifs AWS. Il y a un service qui s'appelle Amazon Database Migration Service que vous pluguez au milieu et lui il va se charger de faire ce qu'on appelle du capture data change, c'est-à-dire que il va copier les données en live du on-premise vers le cloud et à chaque fois qu'une modification est faite sur le on-premise, il va le détecter et il va le transmettre sur le cloud. Cette transmission se fait de manière sécurisée, globalement avec un trafic encrypté. Ensuite, les données, une fois qu'elles sont sur la base de données, les bonnes pratiques de sécurisation de la base de données, c'est de toujours activer le chiffrement de votre base de données. Votre base de données doit être chiffrée, surtout si elle contient des données qui sont sensibles. Que pensez-vous de Kubernetes et AWS et on va parler de Kubernetes juste après, dans la partie microservices. Donc la première approche que les clients ont, c'est de se dire, ok, j'avais un monolithique sur EC2, je veux passer à conteneur, je m'y connais pas trop en conteneur, je vais essayer, je vais garder mon monolithique et focus sur la partie infrastructure. Vous pouvez commencer par ce qu'on appelle AppRunner, Application Runner. AppRunner, c'est un composant vraiment qui vous permet de déployer facilement
des composants, des conteneurs sur AWS. C'est très facile d'utilisation. Vous avez deux modes d'utilisation. Le premier mode d'utilisation, c'est que vous créez une application avec votre appreneur et vous donnez votre code et il va déployer l'application. Ou alors vous dites, ah ouais, moi je vais construire mon conteneur ailleurs. Donc par exemple, vous commencez à dire, ok, j'avais mon application qui tournait sur une machine virtuelle. Bah, j'ai containerisé mon application en local sur ma machine. J'ai fait un Docker conteneur que j'ai stocké sur Docker Hub ou que je stocke sur Amazon ECR, qui est la repository de conteneurs sur AWS, et je le donne à Appreneur pour qu'il le truc. Et donc, l'avantage avec ça, c'est que pareil, on focus soit uniquement sur le code, soit uniquement sur le conteneur, infrastructure qu'on a buildé, qu'on a testé localement, on le pousse sur le cloud et Appreneur va faire le run pour vous. Donc, c'est aussi un service qui aide énormément les startups à tester, à itérer rapidement. Parce qu'on vous demande pas nécessairement d'être un expert en Kubernetes, et j'en reparlerai tout à l'heure de Kubernetes, mais globalement, avec Appreneur, je ne connais pas énormément de choses avec les conteneurs. Appreneur is the place to go. C'est vraiment le service avec lequel il faut commencer, parce qu'il est très facile d'utilisation. Ensuite, on commence à dire, bon, Appreneur, j'ai un gros microservice. C'est pour ça que je l'appelle un gros monolithique, un gros microservice, ça marche, ça fonctionne. Mais j'ai mis trop de choses dedans et quand ça scale pas de manière intelligente. Je m'explique. Supposons que dans mon microservice, à la fois, j'ai mis ma base de données. C'est pas le bon exemple, mais dans mon microservice, à la fois, j'ai la base de données et l'application. Ben, parfois, ce qui se passe, c'est que j'ai besoin de scaler l'application parce que j'ai beaucoup de requêtes sur l'application, mais j'ai pas besoin de scaler ma base de données. Quand vous avez un monolithique, et ça, c'est également valable pour les EC2, si vous le laissez en monolithique, en gros composant, à chaque fois que vous allez scaler, vous allez rajouter deux fois le composant, alors que finalement, parfois, vous n'avez besoin que de rajouter soit de la base de données, soit du serveur d'application. Alors, je disais que le cas de la base de données, c'est pas un bon exemple parce que ça pourrait être plutôt deux applications, parce que la base de données, c'est encore pire. Vous avez une base de données dans une instance ou dans un conteneur, vous scalez cette base de données, vous allez avoir une seconde base de données qui ne sait pas parler à la première base de données, qui vont en fait deux bases de données complètement différentes. Donc c'est pour ça que je dis c'est pas un bon exemple, et l'idée c'est de se dire que quand vous avez un gros monolithique, parfois quand vous voulez scaler, vous ne voulez scaler qu'une seule partie de ce monolithique. Donc c'est pour ça qu'on commence à découper le monolithique en microservices pour que chaque microservice fasse quelque chose. Si vous connaissez par exemple le site Amazon.com pour le e-commerce, le site Amazon.com c'est un ensemble de microservices. Le panier, c'est un microservice qui s'occupe du panier. La barre de recherche, c'est un microservice qui s'occupe de la barre de recherche. L'affichage des images, c'est un microservice à part. Donc, en fonction de la manière dont les clients utilisent Amazon.com, ben en fait, le backend va scaler le microservice de recherche si beaucoup de clients font des recherches en même temps. Le backend va scaler les microservices de panier s'il y a beaucoup de gens qui utilisent le panier. Et donc, c'est pas tout le site qu'on scale en même temps, c'est des composants individuels qu'on scale. Alors, une fois qu'on commence à dire ça, mais bon, j'ai beaucoup de conteneurs à la fois. Les conteneurs augmentent la complexité tout à fait. C'est pour ça que il y a plusieurs approches dans la manière de gérer les conteneurs. Déjà, c'est l'orchestration. Donc ça, on va en parler. Mais c'est aussi quelque chose de très important, c'est le monitoring. C'est super sexy d'utiliser des microservices, c'est super top. Mais la plus grosse problématique que moi je vois avec mes clients, c'est que quand ils prennent pas dès le début les bonnes pratiques de monitorer les interactions entre les différents microservices, mais en fait quand il y a un microservice qui pète, les gens ils savent pas où ça a pété en fait. Quand c'est un monolithique qui a pété, bah ça va, c'est simple, on va regarder dans les logs, tout le monde met ses logs dans log.out, donc tout le monde sait, on sait voir les logs. Quand vous avez 50 microservices qui chacun sont à gauche en train de parler, de faire des choses, qu'il y en a un qui fait, pour trouver rapidement c'est difficile. C'est là où on commence à parler d'observability avec des services comme X-Ray, où globalement on peut voir comment les services interagissent entre eux. Et vous avez des services sur Amazon X-Ray, sur Datadog, qui vous font un mapping de vos services, qui vous montrent comment les services interagissent et qui tracent les requêtes. Et s'il y a une requête qui fail, il vous dit, ah, c'est tel service qui a failé. Ou alors, s'il y a une requête qui commence à prendre du temps, il vous dit, ah, par rapport à l'usage habituel qu'on a, c'est ce service-là qui a pris trop de temps, alors que d'habitude, il prenait 100 millisecondes. Cette fois-ci, il a pris 300 millisecondes. Donc, ça augmente la complexité, c'est sûr, mais ça permet une plus grosse agilité. Et il faut prendre en main les bonnes pratiques pour pouvoir monitorer et observer cette infrastructure. Donc, comment est-ce qu'on gère plusieurs conteneurs? C'est là où on commence à parler d'orchestration. Donc, je vous disais tout à l'heure, avec Appreneur, on commence, c'est simple, on y va. Vous pouvez nous donner des bonnes pratiques. Ok, je vais en parler là dans les conteneurs et puis on verra si ça répond à vos questions. Donc on commence avec Appreneur. Appreneur, c'est très bien. Ça permet de faire un gros microservice, un gros conteneur. Vous pouvez faire plusieurs conteneurs, mais voilà, il n'est pas vraiment fait pour ça. Quand on commence à avoir de l'orchestration un peu plus complexe, donc on parle de complexité, on va sur des vrais orchestrateurs qui sont designés pour ça.
il y a deux orchestrateurs. Le premier orchestrateur, c'est Amazon ECS, qui est l'orchestrateur maison d'AWS, qui est un orchestrateur qui gère des conteneurs. C'est un orchestrateur comme Kubernetes, et donc c'est là où le deuxième, on a Amazon Kubernetes Service. Alors, il y a deux approches, enfin, il n'y a pas deux approches, il y a deux orchestrateurs. Moi, je vais être en toute honnêteté avec vous. Aujourd'hui, moi, quand je conseille à mes clients de commencer, je leur conseille de commencer par ECS. Les gens vont dire, ouais, mais tu me dis de leur commencer par ECS parce que ECS est un produit AWS et tout ça. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que c'est plus simple d'usage, hein, et que c'est plus facile d'itérer et de comprendre ce qui se passe. EKS, c'est un super produit. Moi, pour avoir travaillé avec des startups, c'est vraiment un très beau produit qui est super puissant, mais nécessite d'avoir des compétences avant de pouvoir le faire tourner en prod. Je m'explique. Pour une startup qui vient, dont l'objectif c'est de faire de l'argent, de déployer son association, utiliser EKS peut être overkill. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelque chose de très difficile à utiliser. Avant de travailler chez AWS, je travaillais dans une assurance qui s'appelle AXA en France et qui était basée qui utilisait énormément les services Kubernetes, notamment d'AWS, de Redshift, de Red Hat, pardon. Et l'équipe en charge d'opérer les Kubernetes pour l'entreprise, il y avait plus d'une trentaine de personnes juste pour opérer le Kubernetes. C'est quelque chose de très complexe, surtout quand il s'agit de gérer les réseaux, de gérer les trucs. Ça peut être très compliqué. Donc, beaucoup d'entreprises commencent à l'utiliser parce que c'est super, c'est à la mode, c'est bien d'avoir EKS sur son CV. Mon conseil, commencez avec Appreneur. Allez-y sur ECS. Et si jamais vous atteignez un endroit où ECS ne répond pas à votre besoin, allez sur Kubernetes. Certaines personnes, qu'est-ce qu'ils ont? Les startups, qu'est-ce qu'ils font? Ils embauchent des gens qui ont déjà des compétences sur Kubernetes en production. Je dis bien en production parce que faire tourner son Kubernetes sur sa machine locale, ça fait de personne un expert de faire tourner un Kubernetes en prod. Donc les startups, la première question, je demande, est-ce que vous avez quelqu'un qui a déjà fait tourner en prod du Kubernetes? Si la réponse c'est oui, je leur dis allez-y. C'est-à-dire que la personne a les compétences, elle sait comment faire tourner. Si vous n'avez aucune compétence en Kubernetes, ne commencez pas par ça. Vous pouvez y aller plus tard, quand vous serez plus à l'aise avec les conteneurs. Mais si vous n'avez jamais fait de conteneurs, ça peut être, à mon avis, très challenging. Mais comme je dis toujours à mes clients, le choix final leur revient. S'ils veulent aller sur EKS, ils peuvent aller. Donc, en tant que bonne pratique pour commencer les conteneurs, commencez par Appreneur. Quand vous avez une application simple, testez-la. Allez-y sur ECS, puis allez-y sur EKS si besoin un jour. Mais c'est vraiment si besoin un jour. Donc voilà, c'est vraiment moi l'approche que je donne en termes de bonne pratique d'orchestration. Toujours du monitoring, toujours de l'observabilité. C'est vraiment des bonnes pratiques qu'il faut avoir dès le jour 1. Faut pas attendre d'avoir mis en place toute son architecture, que ça fonctionne, et quand ça commence à péter, on se dit, OK, maintenant on va commencer à travailler sur le monitoring. Mais ça peut être très très long et très très difficile de rattraper ça. Alors, je sais pas si ça répond à la question, Khadim. Euh, OK. Pro et contre de CS, les pros faciles d'utilisation. Les contre, c'est que si vous devez changer de cloud provider, vous allez devoir utiliser la solution cloud provider. C'est-à-dire l'avantage de EKS, c'est un des avantages, c'est que si vous êtes sur EKS sur AWS qui est Kubernetes et que vous voulez aller sur Azure ou sur Google demain, ça va être la même stack. Par contre, c'est plus compliqué. Si vous utilisez sur AWS ECS et que demain vous allez sur Azure et que vous voulez utiliser leur version d'ECS, je connais pas le nom, il va falloir faire une petite migration. Mais c'est vraiment une migration au niveau infrastructure, pas une migration au niveau application, puisque vous avez un conteneur. Un conteneur qui soit sur ECS, qui soit sur Apprun, qui soit sur EKS, il va tourner de la même manière. C'est juste la manière dont vous allez orchestrer. Vous allez orchestrer de manière différente sur ECS, vous allez orchestrer de manière différente sur EKS, vous allez potentiellement opérer de manière différente sur AKS, etc., etc. Donc, les cons, je dirais, c'est si jamais vous êtes dans une approche multi-cloud ou que vous voulez migrer d'un cloud à un autre, il y aura un peu de travail à faire. Donc, si vous avez une application où vous, déjà, pour certains clients qui ont une approche en disant dès le début, ils veulent être multi-cloud, dans ce cas, il faut aller sur EKS. Mais la learning curve est plus longue. C'est-à-dire, vous allez mettre plus de temps à aller en prod sur EKS que d'aller en prod sur ECS. Ça répond à la question, Abdoulaye? Ok. Alors, stockage évolutif. Bon, une fois qu'on a commencé à parler d'orchestration, on se parle ensuite de stockage. Ok, comment est-ce que je stocke mes données? Alors, là, quand on parle de stockage, c'est pas les données dans la base de données, parce que ça c'est quelque chose. C'est tout ce qui est données blob, c'est-à-dire tout ce qui est images, vidéos, etc. Jusqu'à présent, les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils déploient un serveur stockage de fichiers et ils le mettent dessus. Le problème avec un serveur stockage de fichiers, c'est que ça coûte super cher. Deux, c'est un spoof, single point of failure. C'est que si votre serveur de fichiers tombe,
en fait, vous n'avez plus vos fichiers, vous n'avez plus vos images, vous n'avez plus vos vidéos, etc. Et donc globalement, ce qu'on utilise sur AWS, c'est un service qui s'appelle Amazon S3, Simple Storage Service, qui fait plein de choses, hein, mais qui a été créé à la base pour stocker ce qu'on appelle des blob objects, donc des objets, images, vidéos, audio, etc. Mais vous pouvez également l'utiliser pour faire du stockage statique de sites web, c'est-à-dire vous avez des sites web avec des technologies statiques, HTML, CSS, JavaScript, React, donc pas de Node.js, mais vous pouvez le stocker sur S3 et automatiquement, merci, et automatiquement les mettre à disposition en tant que site web. Il y a aussi énormément, alors il y a aussi un site web workshops.aws. Vous pouvez regarder dessus. Ce sont des workshops publics où en fait il y a plein de tutoriels que vous pouvez suivre. Alors je vous mets dans le chat. Oups. Workshops. Il y a plein de tutoriels. Évidemment, il faut un compte AWS, mais il y a plein de tutoriels si vous voulez tester du serverless, si vous voulez commencer de l'ECS, des conteneurs, du machine learning. Il y a plein de workshops que vous pouvez suivre dessus, et notamment des workshops qui vous montrent comment déployer un site web statique sur S3. Pas de gestion, complètement serverless, pas de gestion de serveur, pas de mise à jour, etc. C'est super top. Donc voilà ce que je disais. Et donc comment ça fonctionne globalement aujourd'hui de manière dynamique quand vous avez des serveurs, donc des applications dynamiques, vous avez une application Java ou une application Node.js avec le server side. Vous avez votre application globalement qui va faire des requêtes au serveur. Le serveur lui va appeler la base de données, mais tout ce qui va être objet statique, vous pouvez les mettre sur S3. Donc ça veut dire par exemple vos images, vos vidéos, etc. vont être stockées sur S3. Donc c'est une architecture complètement hybride. Donc avec du compute quand on a des applications qui sont compute intensives, donc qui nécessitent un serveur pour tourner, et une base de données normale, mais aussi S3 pour des fichiers ou pour des sites web statiques. Vous pouvez également utiliser S3 pour faire ce qu'on appelle la gestion de fichiers globalement, c'est-à-dire de la gestion de fichiers encryptés. Est-ce que vous voyez par exemple, il y a certains sites ou même certains alors sites d'abonnement ou des sites, par exemple, vous avez un site d'abonnement sur un média en ligne, vous avez un abonnement, tant que vous n'avez pas l'abonnement, vous pouvez pas avoir certains fichiers. Et vous vous rendez compte que quand vous prenez l'abonnement, si vous faites attention dans l'URL, vous avez une URL un peu bizarre. Ce qu'on appelle les URL, les pre-signed URL, c'est des URL qui sont encryptées et qui sont mises à disposition pour que chaque individu puisse avoir une URL qui lui est complètement dédiée. Et ce sont également des URL qui peuvent avoir, par exemple, un time to live, c'est-à-dire c'est une URL qui va être valide que 1 heure, 5 heures, une journée, un an, etc., etc. Donc ça, c'est des types d'architecture qu'on voit sur AWS. Ça, c'est un autre type d'architecture pour du traitement automatique de fichiers. Vous mettez en place un bucket S3. Donc, ce qu'on appelle un bucket S3, c'est globalement là où vous uploadez vos images. Et à chaque fois qu'il y a une image qui est uploadée, ça va déclencher des traitements automatiques. Par exemple, si une image que vous mettez en JPEG, vous pouvez mettre un traitement automatique qui va la resizer et qui va potentiellement même générer d'autres images dans différentes sizes, des différentes tailles, des tailles qui sont compatibles pour les devices mobiles, des tailles qui sont compatibles pour le browser, etc., etc. Donc du traitement automatique du fichier également. Diffusion à grande échelle. Globalement, S3 c'est quelque chose de très puissant parce que globalement il utilise le backend AWS, le backbone et le backend AWS pour mettre votre fichier à disposition partout dans le monde si vous le souhaitez. À la base, un bucket pour des raisons de compliance est dans une région. Mais vous pouvez activer des systèmes pour dire ah oui mais en fait moi si j'ai besoin d'accéder à ce fichier là, au lieu de quitter Singapour ou de quitter l'Australie et d'aller jusqu'à Cape Town, d'aller jusqu'à Paris pour récupérer mon fichier, je passe par le backbone AWS. Donc ça permet de mettre à disposition des fichiers plus rapides. Donc quand vous avez des applications que vous mettez à disposition pour des clients dans le monde entier, c'est vraiment un service qui est super bien à utiliser. Alors je regarde le temps, il me reste pas beaucoup de temps, je vais accélérer un peu, je prendrai les questions à la fin. Un autre service qui est pas mal, Amplify, c'est un service qui permet de mettre à disposition des librairies pour pouvoir mettre en place des applications mobiles. Donc pour les des applications mobiles, et en fait il vous intègre des librairies que vous pouvez leverage automatiquement et qui vous permettent de faire un pont avec des services AWS. Je vais prendre un simple, par exemple tout ce qui est analytique. Vous allez activer de l'analytique dessus, vous allez juste activer une librairie dans Amplify qui va se retrouver dans votre code et en fait, automatiquement, ça va faire un lien avec votre application mobile et les services analytiques qui sont sur AWS. Pareil pour le stockage, pareil pour la prédiction. AIML, vous pouvez leverage, vous pouvez utiliser des services d'AIML, on va le voir plus tard, directement sur AWS.
à partir de votre application mobile. Donc Amplify, c'est un service, si vous êtes en fait du développement mobile, gardez-les en tête et n'hésitez pas à m'envoyer des mails après sur LinkedIn si vous voulez en savoir plus là-dessus. Et donc plusieurs langages, Angular, React, Next.js, etc. Donc qui permettent d'avoir, c'est vraiment une librairie assez puissante. Et il permet d'avoir un système qui va vous permettre de builder, d'avoir un pipeline CI/CD complètement sur AWS, notamment avec, par exemple, vous voyez le pipeline CD qui va permettre de builder et qui va faire des tests en live automatiquement sur AWS sur différents mobiles. Là, vous voyez, il fait un test, comment ça va apparaître sur le Google Pixel, le iPad Air, le iPhone 7, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de relativement bien. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et là, vous voyez sur le côté gauche les composants que vous pouvez ajouter à votre application, que ce soit du GraphQL, du REST, des REST API, de l'analytique, de l'AIML, etc. Pour parler d'AIML, on a 3 services sur AWS dont je vais parler là. Mais globalement, AWS, quand on parlait d'AIML, on a 3 niveaux d'AIML. On a ce qu'on appelle les AI Services. Ça, j'en parlerai un plus tard. AI Services, c'est des services qui sont déjà créés par AWS, déjà entraînés par AWS, que vous pouvez utiliser directement. Si vous avez les ML Services, là, c'est là où vous commencez à utiliser vous-même les modèles de machine learning, à entraîner vos machine learning et tout ça. Et vous avez ce qu'on appelle les ML Framework. Là, c'est là où on est vraiment les gourous du machine learning, où on crée des modèles. Donc, ML Framework, on utilise des technologies pour créer des modèles. ML Service, c'est des modèles qui existent que vous pouvez leverage. AI Service, c'est des modèles qui ont été créés, testés, entraînés par AWS. Et parmi ces trois-là, les trois dont je vais parler, c'est Recognition, Personalize et Forecast. Je vais juste parler rapidement de Recognition, qui est un service qui vous permet, par exemple, de faire de l'analyse d'image. Un exemple de Recognition, c'est que là, on lui donne une image ou une vidéo et il va pouvoir détecter ce qu'il y a sur l'image. Il va détecter, par exemple, qu'il y a un skateboard, qu'il y a quelqu'un qui fait du sport, qu'il y a un humain, que c'est une personne, qu'il y a des véhicules, etc. Et il va vous le dire avec un certain nombre de pourcentage de confidence. Il peut également détecter des images, des visages. Dire, ah, cette personne, ça ressemble à une personne. C'est un visage de quelqu'un. Il peut également faire de la comparaison. Ah, j'ai vu cette photo et j'ai comparé avec d'autres photos. Ah, ça représente sa similarité ici à 92%. La première photo qu'on a vue, 92% correspond à la deuxième image, etc., etc. Donc, c'est des choses que vous pouvez utiliser pour des use cases qui sont vraiment pas mal, notamment. Il fait également de la reconnaissance de texte. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal. Et pour finir, je vais parler rapidement des programmes parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important que vous sachiez. Les programmes AWS qui aident les clients à démarrer, notamment sur le cloud. Le premier programme dont on va parler, c'est Activate. Alors Activate, c'est un programme. Alors là, pour ça, il y a un peu de structure. Il faut avoir une startup. C'est pas n'importe qui peut dire truc, mais si vous avez des idées de startup et que vous créez des startups, il y a des critères qui vous permettent d'avoir des crédits AWS. Et pour certaines startups, elles arrivent à avoir jusqu'à 100 000 euros de crédit pour pouvoir développer sur AWS. AWS, la logique d'AWS, c'est simple. La startup d'aujourd'hui, c'est la grande entreprise de demain. Donc, on double down sur ces startups. Donc, Activate, c'est un premier truc qui aide les entreprises à pouvoir. Donc, si vous avez des idées de startups et vous commencez à mettre en place des startups, les équipes startups, moi, je travaille plus dans les équipes startups aujourd'hui, mais les équipes startups seront là pour vous aider à avoir des crédits, à pouvoir vraiment vous aider à vous développer sur AWS parce que c'est l'un des bloqueurs des startups, c'est le financement. Comment est-ce qu'on finance notre déploiement? Migrate, c'est pareil. Vous êtes on-prem, vous êtes sur certains autres cloud providers, vous voulez faire une migration sur AWS. Vous pouvez également avoir des crédits AWS pour vous accompagner dans la migration de vos applications sur AWS avec l'aide également de Solution Architect. Et le dernier dont j'aimerais parler, alors Proof of Concept, ça fait partie, vous êtes une startup établie, vous avez créé votre startup. Vous pouvez également avoir des crédits pour tester des choses. Moi, j'ai une application qui fait du e-commerce, mais j'aimerais commencer à tester du AML, du Gen AI, etc. Mais AWS, est-ce que je peux avoir des crédits pour le faire? Donc AWS peut vous donner à des dispositions des crédits pour tester des nouveaux services pour voir si ça répond à vos besoins. Donc on vous aide également dans le développement de nouvelles technologies. Jumpstart, je saute. Partner, c'est globalement, on met à disposition des partenaires. On a des partenaires au Sénégal qui aident les startups, donc les partenaires du type Silverseed, du type Eliasoft et compagnie, qui aident les startups à développer des technologies, donc qui aident les startups à migrer sur le cloud et qui ont également des financements au niveau AWS pour les aider. Marketplace, vous pouvez utiliser des produits qui existent on-prem et que vous voulez utiliser sur le on-premise, Datadog et tout ça. Donc vous avez également la marketplace AWS pour pouvoir le faire. Je suis désolé, j'accélère un peu vite parce qu'on est à la fin de la session. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle le AWS Startup Accelerate, qui est un programme, je crois, de 6 semaines
je me rappelle plus, où globalement des startups sont sélectionnées et elles sont mentorées par les équipes AWS avec financement pour accélérer le développement de leurs produits. Donc vous soumettez votre candidature et avec votre candidature, votre idée, votre POC, votre MVP, ben, vous pouvez être sélectionné et avoir l'aide d'AWS. Oui, bien sûr, on partagera la présentation avec je verrai avec les équipes le cloud facile pour que vous puissiez avoir la présentation et globalement qui vont vous aider à accélérer le développement de votre application et d'avoir quelque chose qui soit un MVP. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pas mal. Donc point principal à revenir. L'avantage du cloud, bah, c'est de pouvoir avoir des bases solides, de commencer avec des services qui sont solides, qui sont résilients, qui sont sécures, de pouvoir expérimenter très rapidement, tester des choses avec des financements, pas des financements, des services, je teste ça, je teste ça, je teste ça, et ensuite pouvoir aller à grande échelle une fois que vous serez à avoir un niveau de maturité. Donc, voilà, donc c'est ce que je voulais vraiment vous présenter aujourd'hui. Désolé d'avoir un peu speedé sur la fin, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser sur LinkedIn. Euh, et, euh, et, euh, et oui, ce sera toujours avec plaisir. Je pense que l'Afrique pourra apporter dans le cloud, pas au niveau de consommation. Tout à fait. Alors là, moi, je peux vous dire que l'Afrique, c'est pour ça qu'aujourd'hui, AWS double down sur l'Afrique. Il y a énormément de potentiel, énormément de choses qui sont possibles. Il faut juste que les gens aient le courage de se lancer. Et moi, aujourd'hui, ma seule, comment dire ça, pas déception, mais mon seul regret, c'est qu'aujourd'hui l'accélération se fait énormément dans les pays anglophones et pas dans les pays francophones. Et je pense que des initiatives comme celle d'aujourd'hui, la journée du cloud, doivent motiver les gens du milieu francophone à se lancer, à tester, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et le continent peut bénéficier de ça. Aujourd'hui, comme disait tout à l'heure, je sais plus qui le disait dans une des sessions, aujourd'hui, vous pouvez utiliser les technologies comme utiliser ChatGPT pour vous développer des choses en Afrique. Donc, pourquoi pas? Aujourd'hui, là, ce n'est plus qu'une question de volonté. Donc, en termes de création, il y a de quoi le faire, tout à fait. Conseil pour les personnes souhaitant commencer architecte, formation, mettez-vous, adhérez au user group. Il y a pas mal de user group dans les différents pays, que ce soit au Sénégal, en Guinée, et dont les équipes du Cloud Facile ont aidé à la réalisation. Moi également, je parle dans pas mal de user group à travers l'Afrique. C'est le bon moyen pour commencer, niveau technologique, comprendre ce qui se passe et se faire également un réseau. Donc vraiment, commencer par ça, la formation. Il y a pas mal aussi de formations qu'AWS fait gratuitement, ce qu'on appelle des Immersion Day. Regardez Immersion Day sur AWS, où globalement vous pouvez être formé sur différents trucs. Mais allez surtout sur Skills Builder et inscrivez-vous sur le Learning Path Solution Architect, qui est un Learning Path gratuit, qui va vous permettre voilà, de commencer là-dessus. Désolé Khalidou, j'ai un peu dépassé le temps. Alors mon LinkedIn, où vous cherchez sur LinkedIn, c'est Sheikh Samba. Cher Samba. Alors, voilà. N'hésitez pas à m'envoyer des requêtes sur LinkedIn et à poser vos questions. Et avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Excellent, cher. Merci pour cette super belle présentation. On a débordé mais, de quelques minutes. J'avoue que le sujet était très passionnant. Super. On a été captivé par le pitch et il y a eu pas mal d'informations utiles pour nos attendees. Alors, comme Cher l'a dit, si vous avez des questions ou si vous souhaiterez échanger justement sur le sujet plus en profondeur, vous pouvez le contacter sur LinkedIn. Et n'oubliez pas de noter la session. Donc, j'ai partagé le lien Google Form. En fait, c'est très rapide, 1 minute, et vous donnez vos avis sur la session. En tout cas, merci beaucoup, cher. Merci pour cette présentation de qualité et surtout la disponibilité. Alors, je vous donne rendez-vous dans les autres sessions et voilà. Cher, à Merci très bientôt. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre présence et à bientôt.